suis mort pour la première fois le 2 août d'une année dont je ne me rappelle plus. Une voiture. Je n'ai pas de suite compris ce qu'il m'arrivait. J'ai d'abord cru à un éclair, tant la lumière des phares avait été soudaine. Un flash, l'impact, le vide. Sans doute cela aurait fait une bien piètre mort, si j'avais pu mourir. J'ai rouvert les yeux sous l'aveuglant éclat des lampes d'une salle d'hôpital. À l'étonnement général dont le mien, j'étais en vie. Mais dans quel état? Le passage des roues qui avait labouré ma chair n'avait laissé dans son sillage que des traumatismes tant physiques que cérébraux. J'avais perdu l'usage d'une jambe, la plupart de mes facultés motrices, et mon corps se convulsait de spasmes à longueur de journée. Durant les mois qui suivirent, on me prescrit médicaments, opérations et rééducation. Mais ma chair semblait incapable de se remettre. Et au fil des soins que mon corps recevait, je me sentais de plus en plus comme la poupée d'un marionnettiste inapte à me refaire marcher. Finalement, en l'absence de travail et de revenus, je dus abandonner mes traitements faute de quoi les payer. Et après quelques semaines, me mouvoir devint si difficile que je dus me contraindre à l'enfermement. Désarticulé, désargenté et isolé, les idées noires ne tardèrent guère à arriver. Et je me suis pendu le décembre de la même année. Je passe sur le risible spectacle que fut celui de nouer une corde avec des mains convulsées. L'énergie du désespoir me permit néanmoins de brimer mes spasmes, le temps du saut qui devait me donner la mort. J'ai alors de nouveau senti la froide lame de la faucheuse s'abattre sur ma nuque, pour s'arrêter au dernier moment. La chute ne fut pas suffisante pour me disloquer les cervicales, et à ma grande incompréhension, je suis resté pendu une quinzaine de minutes sans mourir. On me qualifia de miraculé, et les journaux locaux se mirent à titrer sur l'histoire de cet homme décédé 2 fois. Après 13 jours de coma en soins intensifs, je me suis une nouvelle fois réveillé de la mort. Mais ne restait de moi qu'un esprit indifférent d'avoir survécu dans le corps d'un pantin brisé. Cette tentative n'avait fait qu'élargir la liste de mes séquelles, en y rajoutant les déficits cognitifs. Perte de mémoire, absence et crise devinrent alors mon lot quotidien. Je ne me souviens plus exactement de cette période de ma vie, et je ne saurais dire combien de temps s'est écoulé avant que je décide d'en finir une nouvelle fois. Un jour dont je ne me rappelle plus, j'ai ouvert ma gorge avec une lame et fus retrouvé exsangue sur le sol de mon appartement. On pensa d'abord me déclarer mort, avant de remarquer qu'au mépris de la logique, mon cœur battait encore, pompant vainement des artères vides. Moins émerveillé que choqué par un miracle si morbide, on me ramena une nouvelle fois parmi les vivants, dans une sorte de silence convenu. À ce stade, le doute n'était plus permis. S'il n'est pas impossible de survivre à un accident ou une pendaison, avoir un cœur capable de battre pendant plusieurs heures sans une goutte de sang, c'est autre chose. Et je ne pense pas me tromper en affirmant que cela signifie que je ne peux mourir. De façon compulsive, j'ai tout de même récidivé un nombre de fois dont je serais bien incapable de me rappeler. Et au fil des tentatives, ma mémoire s'altérait de plus en plus, si bien que certains matins, il m'arrivait de découvrir de nouvelles plaies, sans le moindre souvenir de ce qui les avait provoquées. Je ne fréquentais plus les hôpitaux, alors en l'absence de soins, ces dernières s'infectaient. À terme, espérant trouver en elles quelque chose qui me permettrait d'en finir, je les laissais gangréner à loisir. J'avais alors tout d'un mort en dépit de la vie. Je pourrissais, immobile sur une paillasse trempée de pus, et empestais tellement que j'avais cessé de m'alimenter pour ne plus vomir. Mais malgré tout ça, je restais vivant. Charogne inanimée, gisant dans les vestiges d'un corps qui refusait de mourir. Cependant, en voyant des pans entiers de ma chair se liquéfier sous la morsure de la putréfaction, j'ai eu l'idée qui me pousse à rédiger cette lettre. Peut-être que compromettre l'intégrité de mon corps au-delà de tout reviendrait à me tuer d'une certaine façon. J'ai tout naturellement pensé à l'immolation. Mais je ne pense pas pouvoir sortir chercher de l'essence sans que mon état n'attire l'attention. Par chance, le vieux immeuble que je squatte me paraît suffisamment haut pour tenter ce que j'ai en tête. Aussi, vous qui lirez cette lettre, si vous me trouvez vivant, d'une quelconque façon que ce soit, ignorez-le, et quoi qu'il arrive, arrangez-vous pour brûler mes restes
Au vu de l'état de décomposition avancé dans lequel se trouve mon corps, vous n'aurez de mal à convaincre personne que je suis déjà mort. Enregistrement témoin d'urgence lancé. Ici, le dernier survivant du vaisseau commercial Asimov. Il y a 24 heures, je sais pas comment appeler ça. Une chose s'est infiltrée à bord et a assimilé le corps de la créature est fait avec les cadavres de mes collègues. Ça a failli m'avoir. J'ai dû m'amputer le bras gauche avec un kit d'urgence. Quoi que ça puisse être, ça passe par la chair. Je crois, j'ai l'impression d'être en état de choc. J'ai sans doute plus toute ma tête. Je vais tenter de faire quelque chose pour faire disparaître la créature. Je dois d'abord atteindre la capsule de sauvetage, mais je serai sûrement mort avant. Terminé. Merde! Ok. Le plus dur est fait. Une minute 30 avant le processus d'auto-destruction. Que tout le personnel gagne au plus vite les capsules d'évacuation. J'y vais de ce pas, boîte de conserve. Crève, saloperie. Quoi? Non. Non. Oh non, il a mangé les câbles. Une minute avant autodestruction. Vite, le circuit auxiliaire. Y a plus de jus nulle part, c'est pas vrai. Ouvre-nous. C'est pas vrai. Tu pouvais pas te contenter de mourir. Fallait vraiment que tu prennes une autre vie. Allez. Merde. Alors comme ça t'es rentré. 36 secondes avant autodestruction. Largage dans 5, 4. Allez. Largage. C'était juste. Il m'a pas raté. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose pour arrêter l'hémorragie ici. Nickel. Oh, c'est encore plus profond que ce que je croyais. Bon, allez. Ça va mieux. Maintenant, l'hémorragie. Ça devrait suffire pour l'instant. J'ai vraiment besoin de souffler 5 minutes. Hein? Oh merde, elle est dans ma chair. Faut que j'ampute. Allez. Rien, même pas une scie. C'est pas vrai. Si je peux pas survivre, alors toi non plus.
Ouverture de la capsule lancée. Confirmation demandée. Ouverture de la capsule dans 3. Et cette fois-ci, tâche de mourir! Ce que l'on appelle symbiose est une relation liant deux organismes trouvant en une coexistence un bénéfice mutuel. En un sens, une symbiose n'est pas très éloignée d'un pacte, car ce dernier découle également d'une entente dans laquelle deux personnes trouvent des avantages communs. Cette analogie peut paraître subtile, mais devient évidente lorsque par un pacte, on est amené à vivre une symbiose. Il y a environ 1 an, j'ai passé un contrat avec une créature. Elle n'était alors qu'un œuf, pas plus gros que le poing, mais m'offrait la fortune si nous scellions une alliance. Je devais la laisser éclore dans mon corps, et chaque jour, elle pourrait m'offrir n'importe quel objet de mon choix, capable de tenir dans une main. À l'époque, je n'étais qu'un miséreux sans avenir. De ce fait, en dépit du danger, j'acceptais tout de même cette offre, car je n'avais rien à y perdre. Et après avoir rompu l'œuf sous mes doigts, pour en laisser le contenu s'infiltrer par les pores de ma peau, quelle ne fut pas ma surprise, lorsque je vis une main fantomatique émerger de mon corps, pour s'ouvrir sur une pépite d'or. Ce fut le premier présent qu'elle me fit, et dès lors je formulais un nouveau vœu chaque jour. J'ignorais pourquoi j'avais été choisi par cette créature, mais j'avais bien l'intention de faire fructifier ce talent d'or. La condition de la taille n'était pas un problème, car bien des objets de valeur peuvent tenir dans une main, tels des diamants, du platine, ou encore un ticket de loto gagnant. Et il n'existe que peu de choses que l'argent ne puisse acheter. Ainsi, même un objet que la créature ne pouvait me donner, j'arrivais à l'obtenir de façon détournée. Au terme d'une poignée d'années, je finis par posséder un patrimoine capable d'obombrer les possessions des grands de ce monde. En comparaison de ma fortune, la richesse avait des allures de pauvreté. J'avais le sentiment que tout m'appartenait, comme si cette main fantôme avait mis le monde au creux de la mienne. Tout avait un prix, et je pouvais le payer, jusqu'au jour où je fis face à la seule chose qu'elle se trouva incapable de me donner. Frappé d'un cancer fulgurant, je vis mon état se dégrader en un temps infiniment court, et n'eut au fait de désirer autre chose que d'être soigné. Mais s'il y a une chose qu'il est difficile de retrouver lorsqu'on l'a perdue, c'est bien la santé. Évidemment, j'avais suffisamment de fonds pour me payer les meilleurs traitements, et mon logis était vite devenu un hôpital dédié à ma vie, rempli de médecins payés pour retarder ma mort. Mais les traitements n'étaient pas suffisants. C'était déjà trop tard. Mon état se dégradait plus vite qu'on ne me soignait. Alors, face à ma mort imminente, la créature sembla frappée par la soif de vivre de son hôte, et prit pour la première fois une décision de son propre chef. Elle cessa totalement de m'obéir, et chaque jour, au lieu de répondre à mes vœux, extrayait de mon corps une poignée de mes cellules cancéreuses pour me la céder au prix d'une douleur intense. Mais cela non plus n'était pas suffisant pour me sauver, et ne pouvait que me maintenir en vie dans un état de souffrance quasi permanente. À plusieurs reprises, je suppliais la créature de m'offrir le remède qui soignerait mon cancer. Mais elle ne pouvait me le donner, car il fallait que je connaisse l'objet de ma demande pour l'obtenir. J'investis alors mon immense fortune pour tenter de le découvrir. J'achetais tous les scientifiques et laborantins faisant des recherches touchant de près ou de loin à ce domaine, et leur donnais des fonds illimités. Mais quel que soit leur nombre ou leurs ressources, ils avançaient toujours trop lentement dans mes recherches. Pour un homme en sursis, chaque nouvelle inspiration est un cadeau, et chaque seconde perdue un drame. Je souffrais continuellement, mais à mes yeux ce n'était qu'un détail, car il était impensable que je meure. La symbiose avec la créature m'avait élevé au-dessus de l'humain. Un simple mot de moi pouvait décider du sort de milliers d'hommes. J'étais le détenteur de chaque chose, et le monde était mon débiteur. Mais il ne trouvait pas, et malgré tous les efforts que je déployais pour me maintenir en vie, rien n'y faisait. On ne pouvait me soigner. Et jour après jour, j'étais un peu plus contraint de voir cette évidence. Puis vint enfin le moment où je n'eus plus les fonds nécessaires pour payer ni mes soins, ni le personnel de mon hôpital, ni mes chercheurs. Dans l'espoir de guérir, j'avais dilapidé vainement l'intégralité de ma fortune sans avoir pu la renflouer. Car pour me maintenir en vie, la créature choisissait mes souhaits à ma place. Je ne pouvais donc plus lui demander d'argent, ce qui allait indirectement provoquer ma mort. À maintes reprises, je tentais de le lui faire comprendre, mais il y avait dans son comportement quelque chose d'aussi instinctif et rationnel qu'un renard qui tente de se soustraire à un piège en rongeant l'une de ses pattes. Ma rage de vivre l'avait influencé au-delà de toute réflexion, et il était devenu impossible de lui faire entendre raison. Mon corps ne m'appartenait plus, j'étais impuissant, et ne pouvais que la laisser m'achever. Dos au mur, je finis par baisser les bras, pour décider de faire face à mon destin, en m'efforçant à accepter l'idée de ma mort imminente. Mais alors que j'allais congédier mes médecins, et m'étais enfin résigné à l'inévitable, je fus sauvé in extremis par une rémission spontanée. Alors que j'avais consacré tout mon pouvoir à ma survie, gaspillé ma fortune, et laissé jour après jour la créature me mutiler,
Un simple hasard m'avait sauvé la vie, au moment où je venais d'y renoncer. À partir de là, j'aurais pu repartir de zéro, renflouer mes possessions, redevenir l'homme que j'étais avant la maladie, car la créature était de nouveau disposée à satisfaire mes souhaits. Mais je n'en avais plus, et je n'étais pas heureux de vivre, bien au contraire. Un tel coup du destin après toute cette souffrance me remplissait d'une frustration telle qu'il m'arrivait de penser que j'aurais préféré mourir. Je ne pouvais accepter d'avoir été impuissant à me soigner, et d'être en définitive soumis à la même fatalité que tous les humains en dépit de mes pouvoirs. Comprendre ce simple état de fait avait suffi à dépouiller ma vie de tout sens. Car à quoi bon avoir tant de puissance si l'on est au final rien d'autre qu'un mortel que le destin peut faucher à chaque instant. Jamais la richesse n'avait rendu un homme aussi pauvre, ni le pouvoir si misérable. Dans son passage, la maladie ne m'a laissé que la vie, en emportant avec elle tout ce qui me permettait de l'apprécier, au point qu'exister m'est devenu une souffrance plus grande que l'agonie de mon cancer. Je suis en vie, mais depuis ma rémission je ne vis plus, et ne me contente que d'exister. La vacuité de mon existence n'est en définitive qu'une agonie sans fin, que chaque parcelle de mon être brûle de voir cesser. Malgré toutes mes demandes, la créature n'a pu me soigner, mais à présent elle peut m'aider, car j'ai enfin un désir. Si elle n'a pu me donner la vie, alors je veux qu'elle me donne la mort. Donne-moi mon propre cœur.